Comprendre les patrimoines de Loire-Atlantique, comment concilier projet individuel et bien commun. Je vais vous faire rapidement une petite introduction, avec tout d'abord le mot même de patrimoine, d'essayer de comprendre ce qu'il recouvre. Si on regarde une définition, c'est l'ensemble des biens, des droits hérités du père, par opposition au matrimoine, les biens hérités de la mère. Et ensuite, si on regarde le Robert, on a quelques définitions. La première, c'est bien de famille, bien hérité de ses parents, avec la petite flèche vers fortune. Donc là, on a une idée déjà financière. La deuxième, c'est ce qui est considéré comme une propriété transmise par les ancêtres, le patrimoine culturel d'un pays, œuvres, monuments, traditions. Et le troisième éclairage, le patrimoine héréditaire, génétique d'un individu, les caractères hérités, tout ce qui a attrait au génotype. Et donc là, on a déjà ce caractère un peu polysémique et cette multitude de sens. Volontairement, si on regarde un petit peu et si on brosse ça un petit peu plus, le premier, c'est la génétique, justement, tout ce qu'on va hériter de nos parents et qui est héréditaire. Donc une certaine notion liée à l'ADN et aux gènes. Ensuite, on a un patrimoine financier. On l'entend souvent, dès qu'on fait des recherches, c'est tout de suite le patrimoine financier qui ressort, se constituer un patrimoine bâti, la pierre, etc. Et en parlant de pierre, on peut aussi parler de bâti. Là, c'est l'image du château des Ducs de Bretagne à Nantes. On a aussi du bâti, bien sûr patrimonial, qui fait écho à un patrimoine naturel. C'est l'image juste à côté, justement, où là, c'est le lac de Grandlieu, qui est donc cette réserve naturelle très importante au niveau français, mais bien plus loin. Et ensuite, je pourrais aussi vous parler du patrimoine culturel mondial, donc qui est lié à l'UNESCO, avec notamment là le Mont-Saint-Michel et sa baie, par exemple. Mais il y a d'autres exemples, un petit peu partout en France et dans le monde, bien sûr. Et pour finir, je voulais vous parler aussi rapidement du patrimoine culturel immatériel. Donc là, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres, mais le Chaume, qui va être lié au golfe du Morbihan, mais aussi à la Brière, et donc à tout ce qui va avoir attrait au savoir-faire. Au même titre que, par exemple, sur le lac de Grandlieu, la pêche sur le lac de Grandlieu est aussi patrimoine culturel immatériel. Donc là, on voit un peu toute cette amplitude très large et le rapport au patrimoine qui a aussi énormément évolué. Et c'est ce qu'on va essayer de voir juste après. Et je me suis demandé, aujourd'hui en France, quel est le rapport qu'on a au patrimoine. Donc vous allez voir un certain nombre d'illustres dans cette présentation. Je vous laisserai en juger. Rapidement, c'est juste qu'il y a eu un gros éclairage mis il y a quelques années via Stéphane Bern, via sa personnalité, sur la mission patrimoine et le loto du patrimoine, qui a permis, mine de rien, de restaurer un certain nombre de biens en France et qui continue. Donc ça sera assez intéressant pour peut-être rebondir avec l'intervention de Jean-Louis. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça et de voir aussi que ça a une déclinaison d'une émission, Ma maison, mon histoire, que vous apercevez en haut, justement, donc à droite, une villa de la Baule qui a été en partie donc expliquée par ses propriétaires et avec un ouvrage d'art en rez-de-chaussée qui a été réhabilité ou restauré plutôt dans les règles de l'art par cette émission. Et donc, ce rapport au patrimoine, on ne l'a pas depuis juste Stéphane Bern, on l'a depuis bien avant. Et justement, autre illustre, Victor Hugo. Je voulais vous montrer ça parce qu'il y a eu une prise de conscience, bien sûr, ancienne, ancrée dans notre histoire, surtout depuis la Révolution française, qui a quand même été un tournant majeur. Et là, c'est un extrait de Guerre aux démolisseurs qu'il a écrit en 1832, donc un peu après quand même la Révolution. Mais c'était intéressant de montrer comment les érudits se sont positionnés aussi face à ce qui s'est passé quelques années auparavant. Et donc, il disait la chose suivante. Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait, qu'on la fasse. Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur. Misérables hommes, et si imbéciles qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont des barbares. Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc le détruire, c'est dépasser son droit. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit l'intérêt un peu supra qu'a le patrimoine, on va dire, sur le bien commun. C'est-à-dire qu'on doit tous en prendre soin. Il y a certains qui en ont l'usage, mais d'autres qui peuvent aussi le regarder, l'admirer. C'est notre cadre de vie commun. Et donc, c'est l'intérêt général, justement, qui prime sur le droit privé. Et ça, c'est une donnée aussi assez importante. Et juste rapidement, on ne va pas faire une histoire lourde des lois de protection, mais juste quelques jalons qui permettent de voir comment on a évolué progressivement au fil du temps.
Donc sur une première phase, 1830-1927, on est sur une logique de protection des monuments. Donc avec en 1830 la création de l'inspecteur général des monuments historiques qui justement recense les monuments majeurs et veille à leur restauration. Ensuite, 1837, Prosper Mérimée, que vous voyez ici à l'écran, institue la commission des monuments historiques avec cette logique d'inventaire, de classement et de subvention. Puis, en 1840, il y a une première liste de 934 édifices classés. On parle bien de classement là, donc essentiellement les monuments de la préhistoire, de l'Antiquité et du Moyen-Âge. 9 ans plus tard, 3000 monuments sont classés. Et en 1913, il y a une loi, justement, donc du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques, avec la substitution de l'intérêt public à l'intérêt national. Et donc cette loi sera intégrée seulement en 2004 dans le Code du patrimoine. En 1927, on a en plus un second niveau de protection qui est pour les édifices inscrits, donc avec un niveau d'intérêt plutôt, on va dire, régional, à l'inventaire des supplémentaires des monuments historiques. Donc ça, c'est la première phase où vraiment on s'intéressait à protéger les monuments. Ensuite, à partir de 1930, on a essayé d'élargir le propos parce qu'on trouvait que c'était un peu réducteur de protéger juste un monument, et donc on protège des sites, avec la loi de 1930 sur la protection des monuments naturels, des sites et de leur abord. Ensuite, en 1943, arrive le périmètre de visibilité de 500 mètres autour d'un monument historique que vous avez peut-être entendu parler, parce que souvent c'est un périmètre qui fâche un petit peu, qui peut questionner, surtout sur son cercle mathématique. C'est bête et méchant, on est à 499 mètres, on est dans le périmètre, sachant que depuis ça a évolué avec des périmètres un peu différents et adaptés à la parcelle. En 62, la création des secteurs sauvegardés, donc c'est la loi Malraux, protégeant des ensembles urbains cohérents. Donc ça, c'est un vrai changement. Et là, vous avez l'image du centre ancien de Tours dans les années 60, qui est devenu secteur sauvegardé en 73, où on voit l'état de délabrement du bâti. Et aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Et ensuite, en 83, on a la création des ZPPAU. Vous verrez que ce n'est pas les derniers cycles qu'on va entendre ce soir, il y en a beaucoup. Les zones de protection du patrimoine architectural et urbain. Et on s'est rendu compte qu'il manquait quand même un petit P. Donc, 10 ans plus tard, arrive le paysage aussi pour embrasser de manière beaucoup plus large les centres-villes. Et dernier ajout, en 2016, la loi LCAP, donc Liberté, Création, Architecture et Patrimoine, crée les sites patrimoniaux remarquables, donc ce qu'on appelle les SPR, en fusionnant ce qu'on appelait avant les AVAP, les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP. Je ne vais pas vous en dire plus au niveau des sigles, mais voilà. Là, on aperçoit un peu rapidement quand même quelques années, ça s'est beaucoup accéléré. On a essayé d'avoir une protection plus cohérente et d'essayer de maintenir en fait tout cet héritage. Et donc, on l'a vu juste avec la slide d'avant, la multitude d'acronymes qui parfois entraînent des confusions. C'est ce que je vais essayer justement d'éclaircir dans ma présentation, avec tout un vocabulaire autour de l'architecture, un vocabulaire aussi au niveau du paysage. Je ne vous ai pas parlé des EBC, qui sont les espaces boisés classés, ou des EPP, espaces paysagers à protéger. Je vous épargne ZICO, SNIEF, qui est plutôt de l'ordre de la faune et de la flore. Et ensuite, après, d'autres acronymes qui vont essayer de gérer tout ça et d'avoir un regard. Donc, ça va être le cas de la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, ou bien encore l'ABF, l'architecte des bâtiments de France. Et donc tout ça, ça doit cohabiter. Et nous, au CAIE, on est là aussi pour vous, pour essayer de vous guider sur toutes ces démarches et d'essayer d'éclairer votre chemin pour arriver à un projet de qualité. Et donc, on voulait aussi vous montrer ce soir qu'il y a bien sûr une diversité de patrimoine et un degré de reconnaissance qui va être un peu différent en fonction du sujet. Et donc là, volontairement, on va parler lors de la troisième intervention d'un très beau projet qui est situé au Croisic. Et donc, on s'est dit qu'on allait justement prendre l'exemple du Croisic. Donc, vous avez 3 cartes en haut à 3 échelles différentes. La première, donc, c'est issu d'un site qui est tout à fait accessible, qui s'appelle l'Atlas des patrimoines, qui permet justement de voir tout de suite les différentes protections. Avec là, vous avez en vert foncé les sites classés et en vert clair les sites inscrits. Donc là, on voit bien que pour le Croisic, donc juste ici, c'est le petit pointillé blanc, on est en lisière des marais salants de Guérande, donc qui est un site classé.
Et ensuite, quand on zoome un petit peu plus sur le Croisic, on voit que c'est une ville avec beaucoup de patrimoine et donc qui peut avoir des monuments historiques ponctuels. Donc c'est tous les cercles que vous apercevez sur la carte, qui parfois sont adaptés parce qu'il y a un travail un peu plus fin à la parcelle qui est fait. Et en plus, ils ont un SPR, donc un site patrimonial remarquable, qui permet d'avoir une cohérence sur l'intégralité de la commune. Et c'est ce que vous apercevez sur la dernière carte en bas à droite, où là, c'était un des éléments de caractérisation du bâti. Donc on essaye de dater chaque bâtiment pour voir quel est l'intérêt historique, patrimonial, qu'est-ce qui donne en tout cas cette qualité au Croisic. Et après, c'est un document bien sûr réglementaire, donc il y a une série de règles après à respecter pour tous travaux dans ce secteur. Autre élément aussi important, c'est le lien qu'on voit sur la photo donc en bas à gauche entre des paysages qui sont façonnés par l'homme, là on voit les marais salons de Guérande, et la skyline, on va dire, du Croisic. Et c'est ce paysage qui est assez, moi en tout cas que je trouve assez magnifique et qu'il faut justement essayer de préserver pour les générations futures. Et là, deux autres exemples à deux échelles donc, différentes. On est dans la métropole à Nantes à gauche, avec ce qu'on appelle le PLUM. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. C'est le PLU métropolitain, donc plan local d'urbanisme métropolitain, où on va trouver une série de représentations, de dessins. Ce qui va nous intéresser, c'est par exemple de voir aussi la protection végétale, donc avec des EBC, des espaces boisés classés. C'est le cas par exemple juste ici, et des espaces paysagers à protéger. On remarque aussi, donc ça c'est par exemple tout l'intérieur des cœurs d'îlots ici, qui sont protégés donc au titre du PLU de la métropole. Et ensuite on voit une série d'étoiles ici qui permettent de repérer un patrimoine. C'est pas du tout un monument historique, mais c'est juste un patrimoine qui est repéré d'intérêt pour la ville de Nantes. Et ensuite, on peut aussi apercevoir parfois des secteurs, donc UMA, UMC, et là tout d'un coup UMAP, le P, c'est aussi pour signifier qu'il y a un caractère patrimonial, pas de protection, on va dire, plus importante, mais ça n'empêche qu'il y a un regard en plus sur des protections, mais à l'échelle de la métropole nantaise. Et pour finir, une autre commune de Loire-Atlantique, Temple de Bretagne, où là on voit par exemple un repérage du patrimoine bâti, mais qui va plus loin que des édifices. On a par exemple la croix des Templiers, qui est juste ici, si vous la voyez, qui figure donc ici, chemin des Perrières, qui est aussi repérée au titre du PLU. Ou alors des logiques de murets aussi, qui peuvent faire partie de ce petit patrimoine, au même titre que les fours, que les puits, tous ces éléments qui rappellent aussi les usages du passé. Et là, pour revenir donc sur la Loire-Atlantique, on a un contexte quand même assez particulier, une sorte de département hybride. On va essayer de comprendre ce soir pourquoi aussi on en est là. Et là, on voulait vous montrer ça à travers deux cartes. La carte des petites cités de caractère à l'échelle régionale. Je ne sais pas si vous trouvez qu'il y a peut-être un département qui est un peu différent. C'est le cas de la Loire-Atlantique. En fait, on n'a que deux petites cités de caractère. Donc le Croisic et Basse-sur-Mer, et Piriac-sur-Mer qui est homologable, donc prochainement, probablement petite cité de caractère. Et après, que ce soit en Maine-et-Loire, c'est foisonnant, en Sarthe également, en Mayenne et même en Vendée. Donc en tout cas, là, ça questionne juste d'un point de vue purement factuel sur ces petites villes qui ont en tout cas un patrimoine assez important et qui le mettent en valeur. Et on a fait l'essai aussi avec les arbres remarquables. Donc ça, c'est une carte qu'il faut peut-être un petit peu nuancer parce que c'est les arbres qui ont été labellisés, donc où il y a un souhait de protection aussi. Et là, nous, on en a 3 à l'échelle du département. Donc ça, c'est juste un premier indicateur qu'on souhaitait vous montrer. Et donc d'essayer de comprendre, est-ce que c'est le côté hybride, coincé la Loire-Atlantique qui est un petit peu entre la Bretagne, le Maine-et-Loire et la Vendée. Est-ce que c'est aussi la pression foncière? Est-ce que c'est la reconstruction? Bref, qu'est-ce qui fait ça? Et donc nos 3 intervenants vont essayer de vous l'expliquer par la suite. Et nous, au CIE, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qu'on appelle le patrimoine du quotidien. C'est tout le patrimoine qui n'est pas forcément monument historique ou repéré, même si on peut travailler aussi sur des patrimoines un peu plus importants, mais c'est tout ce qui va faire le cadre de vie un peu du quotidien. Et donc là, 3 exemples. Le premier en haut, c'est une sensibilisation en milieu scolaire, donc qui a été fait par 2 collègues à Savenay, via un dispositif qu'on appelle un patrimoine à croquer, qui permet d'observer en fait une façade urbaine et d'essayer d'en décortiquer la qualité, justement, et donc avec un travail d'observation et de dessin, puis d'une exposition. On fait aussi régulièrement des balades urbaines auprès des élus pour essayer de parler avec eux concrètement sur le terrain et déguiser un peu leur regard pour apprendre à revoir aussi leur bourg, ce paysage du quotidien qui parcourt tous les jours sans parfois trop le regarder. Et pour finir, le conseil aux particuliers qui a un vrai levier pour nous pour essayer de sensibiliser. On n'a aucun pouvoir sur l'instruction, bien sûr, mais c'est juste d'essayer de mettre en exergue certaines choses pour que le projet aille dans un sens le plus cohérent possible. Et donc avec un risque quand même grandissant qu'on voit pas qu'en Loire-Atlantique, qu'on voit partout en France, mais c'est
cette banalisation. Élise, tu vas en parler tout à l'heure aussi, mais là, c'est un bourg du nord de la Loire-Atlantique où on voit une carte postale ancienne, une maison qui était à la rotule d'un bourg, donc une maison d'angle avec un ordonnancement, un rythme, une trame, des encadrements assez intéressants. Et ce qu'on en a fait plus tard, avec cette isolation thermique par l'extérieur. L'enjeu est primordial de lutter contre la précarité énergétique. Loin de là, il ne faudrait pas croire qu'au CIO on ne veut pas ça, mais c'est juste de trouver une solution pour des bâtiments qui ne sont pas adaptés à ça. Parce que le problème, sinon, c'est que, dans un cas, on a une perte d'identité, donc avec des villages qui vont devenir un peu en plastique. Deux, c'est qu'on a aussi des pathologies. Ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a bien sûr la façade qui est importante pour un bourg, mais au-delà de ça, c'est la qualité d'un logement et aussi la qualité de l'air. Là, on voit par exemple un logement qui est complètement attaqué par la mérule, et donc on imagine bien, au-delà de la solidité de l'ouvrage, qu'il y a des questions de qualité d'air qui ne sont pas cohérentes. Et jusqu'au cas ultime qui serait la destruction, ce qui arrive encore beaucoup, des centres-bourgs éventrés, parce qu'on considère parfois que les bâtiments ne sont pas à la hauteur ou qui sont pas écologiques, alors que ça fait 300, 400 ans qu'ils sont en place et que leur bilan carbone est amorti depuis très 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 longtemps. Et donc, pour ce faire, on essaye de créer justement toutes ces ressources. Donc là, on vous a sorti des 22 précédents rendez-vous, 6 rendez-vous là qui ont un lien quand même vraiment direct avec les patrimoines que je vous invite à re-regarder si ça vous intéresse. Le premier, donc comprendre les paysages de Loire-Atlantique. Le deuxième, qui était animé déjà à l'époque par Élise, sur les maisons anciennes et les typologies qu'on va retrouver en Loire-Atlantique et qui sont liées à des paysages. Ensuite, maison ancienne restaurée dans les règles de l'art. Donc ça, c'est un rendez-vous avec Thiès Brace qui mettait un peu, qui reposait le b.a.-ba du bâti ancien. Et d'ailleurs, on va les refaire intervenir dans le 3e rendez-vous de l'année sur vivre dans un bâti ancien. Ensuite, maison ancienne restructurée, surélevée, agrandir. Donc là où on touche à un bâti ancien et comment on fait pour faire dialoguer une architecture plus contemporaine. Ensuite, la question du changement de destination, transformé vers l'habitat. Donc on avait pu évoquer, parce qu'on peut autoriser parfois des bâtis, on va dire, avec un patrimoine intéressant en pierre, par exemple, à muter. Et pour finir, cohabiter avec les arbres, ce patrimoine vivant qui est primordial de conserver et donc de bien comprendre comment construire à côté d'un arbre. Ensuite, le site de ressources que certains déjà peut-être connaissent, rénover sa maison 44, qui permet d'avoir des fiches info, des fiches techniques et des fiches projets. Donc ça, c'est vraiment une mine d'informations avec toutes les fiches qui sont téléchargeables en PDF si ça vous intéresse et qui vous permettront potentiellement de comprendre la différence entre la restauration, la rénovation, la transformation, tout ce vocabulaire avec des logiques de projet un peu différentes. Et des expositions qui ont été faites aussi. Une première, patrimoine et paysages sur le territoire de Châteaubriand d'Herval, donc qui sillonne la communauté de communes et qui sera en fin d'année dans nos locaux. L'exposition Paysages perçus, qui permet de mieux comprendre nos paysages. Et pour finir, le prix Aperçu 2023, prix biennal, qu'on a donc là dans le hall ce soir et que vous pourrez parcourir pour voir la création architecturale, paysagère et de l'aménagement sur le 44. Les ressources, donc on a aussi sorti du centre de doc qui sont sur la table à l'entrée, avec donc une bibliographie que vous pouvez retrouver soit ici, soit autrement en librairie, avec donc des arbres remarquables en Loire-Atlantique, le Pérouse de Monclos qui est vraiment, pour un architecte, c'est un peu le dada sur tout ce qui va être le vocabulaire, très très précis, chaque chose a un sens. Le Floïc qui va vraiment être un peu aussi notre Bible aussi sur le patrimoine qu'on a, et d'autres bouquins un peu plus poussés si vous voulez aller un peu plus dans la réflexion sur le patrimoine. Voilà pour mon introduction. Je vous présente rapidement les intervenants. Donc, on va avoir Jean-Louis Violot en première introduction, donc, qui est sociologue, qui va nous éclairer sur le rapport qu'on a au patrimoine. Ensuite, Élise Boucher, chargée de mission en architecture donc au CIE depuis de nombreuses années, qui connaît très bien le département. Et ensuite, Augustin Legrand, qui est donc architecte et qui a fait un très beau projet au Croisic, qui pour nous fait la synthèse de ce qu'on souhaite voir dans un tissu patrimonial, avec quand même une vraie contemporanéité. Donc voilà, je passe la parole à Jean-Louis Violot. Merci.